Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue au programme de Walf TV. Bienvenue à votre émission Duel. Comme chaque fin de semaine, nous avons toujours le plaisir de nous retrouver sur ce plateau pour disséquer les faits saillants et en marquer l'actualité politique, économique et sociale de la semaine. Au milieu de ce numéro, donc, nous allons parler des élections locales. Comme vous le savez, donc, la caution à cette élection a été fixée par le ministre de l'Intérieur à 10 millions. Un montant que certains trouvent excessif, exorbitant, voire même exagéré, mais du côté de la mouvance présidentielle, on explique cette caution-là par une volonté de réduire des candidatures jugées fantaisistes. Mais en plus de cette caution, il devra aussi, les candidats aux différentes communes devront aller collecter aussi des parrainages comme à la présidentielle. Une chose ou bien un exercice qui s'avère déjà compliqué quand on sait déjà toutes les difficultés que les candidats à la présidentielle ont eu à rencontrer en février dernier pour collecter leur parrainage. Surtout que le temps n'est plus favorable, en tout cas, à cette durée-là, sinon à cette campagne de collecte de parrainage. Nous allons aussi donc évoquer l'autre aspect de ces élections locales, c'est que face à ces difficultés, d'aucuns commencent à douter même de la possibilité matérielle, technique de tenir ces élections-là. Alors, le 1er décembre prochain, on est à moins de 150 jours de ces élections. Alors, pour évoquer ces thèmes, nous avons le plaisir de recevoir sur ce plateau deux responsables politiques. L'un, c'est M. Barkar Cissé, il est responsable politique à Matam, membre donc de l'APR. M. Cissé, bonsoir. Bonsoir, M. Diop. Avec vous sur ce plateau, nous avons aussi le plaisir de recevoir un autre homme politique, c'est M. Edouard Sen, un candidat indépendant, donc responsable politique chez lui à Dondol, dans le département de Bambey. M. Sen, bonsoir. Bonsoir, Georges. Je commence par vous, M. Cissé. Alors, la caution a été fixée, comme je l'ai dit à l'entame de cette émission, a été fixée à 10 millions. Comment le trouvez-vous? Bon, M. Diop, je commencerai par saluer les téléspectateurs qui aujourd'hui on va les livrer de notre expérience par rapport à la politique. Aussi s'expliquer par rapport à la caution qui a été fixée, qui entre en droite ligne par rapport à notre législation. Parce qu'en vérité, depuis le nouveau document ou bien la Constitution qui a été révisionnée plus tôt, en disant que la caution doit être maintenant obligatoire au sein des communes, il fallait qu'il y ait un filtre, il fallait qu'il y ait une manière de sélectionner ceux qui peuvent participer, ceux qui doivent participer, mais aussi les règles dans lesquelles les gens doivent participer. C'est tout à fait normal qu'elle soit fixée à 10 millions. Maintenant, il faut savoir quelles sont les conditions à remplir pour que tous ceux qui vont avoir la volonté d'y participer puissent participer légalement. Parce qu'on y reviendra dans les débats. 10 millions, oui, mais 10 millions, non. 10 millions, oui, parce qu'en vérité, la caution pour un parti politique reconnu au niveau national pour 10 millions, c'est pas très beaucoup, c'est pas beaucoup. 10 millions pour les communes, pour les 557 communes sur l'ensemble du territoire national, c'est pas beaucoup. 10 millions pour un parti politique pour 45 départements, c'est pas beaucoup. Maintenant, comme vous l'avez dit, la situation elle n'est pas pareille pour un parti politique que pour un indépendant. C'est là où seulement il y a un petit bémol. Et je pense qu'avec les discussions que les gens ont entamées, on pourra trouver une solution par rapport à ça. Mais quand même, cela ne peut pas empêcher que le législateur puisse mettre un document demandant aux Sénégalais de respecter un minimum de procédures pour participer aux élections. Mais quand même, elle n'est pas si grande que ça. Si on se réfère à un candidat au présidentiel qui a déposé 60 millions, et quelqu'un qui veut se présenter dans 557 communes, je pense que 10 millions, ce n'est pas beaucoup. Je rappelle que vous êtes candidat déclaré à la mairie de Matam. Vous l'avez maintenu? Tout à fait. Ma candidature, ce n'est pas une question de maintenu. C'est une candidature qui a été nourrie depuis 2015, que nous avons consolidée avec des jeunes de la commune. Je ne parle même pas de la paire quand je parle de Matam, parce que je me suis dit le combat pour les locales ou bien le combat pour la gestion d'une communauté ou d'une collectivité dépasse largement un parti politique. C'est une question de société, c'est une question de développement à la base, c'est une question de volonté populaire, mais aussi c'est une question de préoccupation de nos concitoyens au niveau de Matam, que nous voulons apporter des réponses aux problèmes qui sont là. Et je vous dis oui, ma candidature est encore constante, elle est d'actualité et elle restera d'actualité. Monsieur Sen, alors 10 millions pour la caution aux élections locales, comment la trouvez-vous? Merci Georges. Je commencerai par vous remercier de l'invitation et saluer tous les auditeurs et les spectateurs et les spectatrices de Walf. Et profiter de cette occasion pour faire un coucou à l'ensemble des sympathisants et membres de notre mouvement politique qui s'appelle UNIR au niveau de la commune de Dondol.
et les rassurer. Parce qu'après la proclamation, en tout cas de l'arrêté du ministre, il y a beaucoup qui m'ont appelé pour me dire « Monsieur Sène, est-ce que vous serez aux élections ?» Surtout que pour les indépendants, le montant de la caution est fixé à 10 millions. Je leur ai dit que nous irons aux élections locales, même si c'était 20 millions, on ira aux élections locales parce que c'est une ambition, c'est une volonté de servir la commune. Vous êtes candidat à la mairie de Ndondol? Oui, je suis candidat à la mairie de Ndondol. Et par rapport à la question, c'est vrai que l'exposé des motifs relatifs au parrainage, relatifs en tout cas aujourd'hui à la question de la caution, est surtout lié à la rationalisation en fait des candidatures lors des dernières locales. Nous avons vécu en 2014 où il y avait une pléthore de listes. 2700. Voilà, c'était excessif. Et donc, on ne pouvait pas non plus accepter que, en tout cas pour des élections pareilles, que l'État du Sénégal dépense autant d'argent également. C'est compréhensible. En revanche, nous estimons que le montant de cette caution-là est très excessif, surtout pour quelqu'un comme moi, par exemple, qui veut briguer la commune de Ndondol. Je ne vais pas au département, je n'envisage pas de briguer pour une autre collectivité. On me demande de donner 10 millions au même titre qu'un parti légalement constitué qui a les moyens, ou en tout cas de prendre en charge, parce qu'en réalité, fondamentalement, ce qui est derrière en fait cette caution de 10 millions, ce n'est pas les partis politiques traditionnels qui ont des problèmes pour déposer 10 millions. Le Réumi, l'APR ou Benno, ou en tout cas PASTEF, ou en tout cas les autres partis politiques, n'ont pas en réalité de problème pour déposer une question de 10 millions. Maintenant, je pense que c'est ce qui motive fondamentalement cette caution à 10 millions, c'est au niveau, je pense, de la majorité, où ils veulent en partie limiter, en tout cas, les dissidences au niveau de Benno, parce que les locales étant fondamentalement une élection à la base, il se peut qu'il y ait, en tout cas, des frustrés qui voudraient aller seuls à ces élections-là. Donc le parrainage également sera un obstacle à franchir, mais nous estimons qu'avec le dialogue qui est en cours, qu'ils trouveront en tout cas le juste milieu pour que ceux qui veulent aller aux élections locales, qui ont une ambition pour leur commune, qui ont un projet de société pour leur commune, que ces gens-là puissent briguer le suffrage de ces communes-là et en tout cas donner à leurs concitoyens en tout cas le rêve qu'ils ont pour leur commune. Donc j'espère que au final en tout cas des discussions qui ont lieu, que les acteurs politiques reviendront, le pouvoir ou la majorité reviendra un tout petit peu à la raison et que l'opposition également accepte en tout cas de faire certaines concessions, parce que je suis d'accord également qu'on ne peut plus accepter que ces élections-là, qu'on aille vers 3 000 listes, 4 000 listes, ce n'est pas possible. Budgétairement, ce n'est pas possible. Et en termes même d'organisation pour le ministère de l'Intérieur, c'est extrêmement difficile. Donc il faudra rationaliser. Et j'ajouterai également que la caution de 10 millions ou le parrainage peut peut-être réduire les listes, mais ne peut pas réduire les candidatures. Parce que les gens trouveront toujours une parade pour aller aux élections sans peut-être même dépenser 500 000 francs. C'est très possible, il suffit juste de se regrouper en coalition. Chacun va donner peut-être 100 000 francs ou 200 000 francs. Et pour couvrir les 557 communes, tout à l'heure vous l'avez dit. Hein? Oui, mais je veux dire, aujourd'hui, vous prenez, il y a des partis traditionnels qui ne vont jamais aux élections, ou en tout cas, lesquels partis politiques, ou récépissés de partis politiques, les gens empruntent ça pour aller aux élections. Aujourd'hui, par exemple, vous prenez 20 candidats indépendants qui vont trouver, en tout cas, 2 ou 3 partis politiques qui ne veulent pas aller aux élections, ou peut-être qui ont une ambition pour une seule collectivité. Ils se regroupent, chacun, il se divise la caution,
et chacun donnera peut-être 500 000 ou moins de 500 000, et là, le tour, il est joué. Donc, c'est pourquoi j'estime que la caution, fondamentalement, va effectivement réduire les listes, mais dans le fond, ça ne peut pas réduire les candidatures. Parce que ceux qui veulent réellement aller aux élections se donneront les moyens pour y aller. Et là, nous, on se donnera les moyens pour aller aux élections. Alors justement, M. Cissé, est-ce qu'il ne fallait pas, par exemple, avant de fixer cette caution à 10 millions, étant donné qu'on est dans le cadre d'un dialogue politique, essayer de discuter d'abord de ce montant-là pour trouver un juste milieu ou bien un montant raisonnable? Bon, écoutez, moi, avant de revenir sur le dialogue, je voulais rebondir sur quelques inquiétudes par rapport à ça. Vous savez, cette histoire de parrainage, il faut qu'on comprenne une chose. Il n'y a rien de nouveau sous les cieux, absolument rien du tout. Comme il l'a dit, effectivement, il a raison. Tous ceux qui voudront aller aux élections vont aller aux élections. Tous, sans exception. On a dit qu'il faut avoir 10 millions. Mais ce qu'on oublie, c'est que les gens ont la possibilité d'emprunter un récépissé. Donc, un candidat indépendant, s'il veut aller aux élections, il y a des... bon, je ne sais pas pour les discréditer, il y a ce qu'on appelle les partis télécentres pour un peu chahuter, qui vont se présenter dans une commune ou dans un département, mais qui n'ont pas une allure nationale. Et pour ces derniers, ils voudront que leur nom ou bien que leur bulletin se retrouve dans tous les bureaux de vote. Il suffit d'en demander et ils vont vous donner. Donc un indépendant n'a pas de problème. Tous les indépendants vont aller aux élections. Qu'il y ait parrainage ou pas, qu'il y ait caution ou pas, ils vont y aller. Parce que je sais que M. Edouard, aujourd'hui, s'il voit les élections et qu'il n'a pas les moyens, il suffit qu'il se tape un parti politique de l'opposition. Et on va lui qui n'est pas représenté, par exemple, chez lui à Londres. Chez lui, et on lui donne. Il ne dépense pas un seul sou. Comme il a dit, hein, le parrainage ne les concerne pas eux. Le parrainage concerne l'APR intramuros. Comment ça? Pourquoi le parrainage concerne l'APR intramuros? C'est que nous, les gars de l'APR, sauf en cas de rébellion, je ne le souhaite pas, pour aller aux élections et être indépendant, il faut dès le départ se déclarer être candidat en dehors de l'APR. Sinon, vous serez dans l'obligation d'attendre que le parti prenne plutôt ses conseillers sur la liste du conseil municipal et départemental, que le parti désigne la tête de liste, que le parti prenne plutôt le récépissé et vous allez déposer. Et jusqu'à cette période, à cet stade du processus électoral, personne ne connaît le vrai candidat du parti. Ce qui veut dire que le jeu politique, le duo politique peut continuer à exister en disant qu'on peut servir à tout le monde, à toutes les personnes susceptibles d'être candidats, que vous êtes le vrai candidat du parti. Or, en réalité, ce n'est pas ça le cas. Maintenant, le paramétrage est que si, en fin de compte, vous avez été trahi, je ne dirais pas par le parti, mais quand même, en fin de compte, vous trouvez que ce n'est pas vous le candidat, ce qui va se poser... Mais vous êtes dans une coalition, vous avez une large coalition. Et c'est ça que je suis en train de vous dire. Dans la coalition, il y a Benno Bokk Yakaar, dans l'APR seulement, il y a plusieurs candidats, sans compter ceux qui viennent de Benno, sans compter ceux qui viennent de se rejoindre au présent, comment dire, la grande famille libérale au niveau du parti. Tous ces gens-là, il faut qu'il y ait une petite cuisine interne pour essayer de voir dans chaque département qui va être le candidat. Maintenant, ce que je vais vous faire comprendre, c'est qu'au moment de désigner les conseillers, au moment de déposer la liste des conseillers, au moment de prendre la liste des parrains, personne ne connaît qui est le vrai candidat du parti. Et on peut servir à tout le monde en silence que c'est vous le vrai candidat. Mais ce qui est dangereux dans tout cela, le jour où le vrai candidat va être connu, personne ne peut retourner en arrière, parce que la phase de parrainage est déjà bouclée. Donc je dirais que le parrainage est fait pour les gars de l'APR. Moi, en tant que jeune de l'APR, si je ne veux pas aller sur la liste de l'APR, je suis obligé de prendre deux options. Soit je débourse 10 millions, ce n'est pas comme lui qui va prendre le récépissé, ou bien j'accepte d'aller carrément dans l'opposition, prendre le récépissé de l'opposition. Donc le parrainage concerne plus les membres de l'APR que ceux qui sont dans l'opposition. Revenons un peu sur le dialogue national. Effectivement, dialogue, il y en aura. Dialogue va continuer à exister jusqu'à la veille des élections. Mais il ne faut jamais oublier que le ministre de l'Intérieur s'est basé sur un calendrier républicain, sur un processus électoral qui dit qu'à 150 jours des élections, il a l'obligation de fixer la caution. Et ce qu'il a fait, et je pense que connaissant le parti, connaissant le mode de fonctionnement du parti, que les gens ne sont pas fermés, parce que le président a demandé à ce qu'on ouvre des dialogues, que les gens discutent. Et naturellement, si les gens discutent, chacun va essayer d'amener son input dans les discussions, faire des propositions. Maintenant, ce qui sort plutôt de cette discussion-là va être
une émanation populaire et on va essayer de l'appliquer. Mais la caution qui a été fixée, il n'y a rien de nouveau, c'est le code électoral qui l'a prévu, qu'à 150 jours, on doit connaître la caution. Maintenant, demain, s'il y a une mesure importante qui fait qu'on doit revoir la caution, ça, c'est le dialogue qui va nous dire. Si les gens doivent laisser la caution, c'est le dialogue qui va nous dire. Mais ce que vous devez retenir, que la caution concerne plus les gens de l'APR que les gars de l'opposition. Est-ce que vous avez confiance, par exemple, qu'à l'issue de ces dialogues-là, ou bien à l'intérieur du dialogue, on pourrait discuter de la caution et ramener ça peut-être à 5 millions? Oui, mais dialogue, naturellement, quand on parle de dialogue, tout est possible. Les gens viennent pour discuter. Le parti au pouvoir ou bien la mouvance présidentielle viendra avec ses arguments. L'opposition viendra avec ses arguments. Sans compter qu'il y a des gens, je ne dis pas de non-alignés, mais la société civile qui est présente, il y a ceux qui ne font pas de la politique qui sont présents, et chacun d'entre eux va essayer de faire sa proposition par rapport à l'apaisement du climat social et du climat politique. Et comme tout bon dialogue, il y aura des conclusions, et ces conclusions, je pense que le président, en bon démocrate, va essayer, en l'accord avec le ministre de l'Intérieur, de les appliquer pour que les élections puissent se passer dans de bonnes conditions, afin que chacun y trouve son compte, et après, celui qui gagne va gagner, mais qu'on ne dira pas que les élections ont été tronquées dès le départ. Et je sais que le président est dans ses dispositions, et on attend encore la fin de ce dialogue national pour voir quelles seront les conclusions. Mais je sais que si le président appelle à un dialogue, c'est dans l'optique d'écouter tout le monde, c'est dans l'optique de prendre en considération les préoccupations des uns et des autres, et si on prend ça, on mettra ça dans le grand panier national que nous allons sélectionner au grand bénéfice de tout le monde et au grand bonheur de tous les Sénégalais. Alors, M. Sène, vous pensez vraiment que le dialogue pourrait permettre à trouver un juste milieu, comme vous l'avez évoqué tout à l'heure? La question qu'il faut se poser aujourd'hui, la durée du dialogue, quelle échéance on donne aujourd'hui à la classe politique qui est en train de dialoguer, jusqu'à quand ils pourront terminer les conclusions. Le temps n'attend pas. Oui, bientôt, c'est... Selon le protocole additionnel de la CEDEAO, on ne peut plus modifier, en tout cas, certaines règles du jeu à 6 mois des élections. Du jeu. En tout cas, à 6 mois des élections. Deuxièmement, il y a, je pense, un point sur lequel j'entends même pas aujourd'hui la classe politique en parler. Aujourd'hui, la révision exceptionnelle des listes électorales. Les jeunes qui ont 18 ans, qui doivent s'inscrire, les gens qui votaient par exemple à Dakar et qui aujourd'hui veulent aller voter dans leur localité. Beaucoup de jeunes, surtout les primo-votants, surtout de l'élection présidentielle, il y a beaucoup de jeunes pour lesquels aujourd'hui ils n'ont pas encore la possibilité de voter. Et ça, je considère que c'est un élément qu'on ne peut pas mettre de côté et se focaliser sur des questions de caution et de parrainage. Nous sommes en démocratie, les citoyens doivent être égaux devant la loi. Et est-ce qu'on a aujourd'hui le temps, d'ici décembre, de faire une révision exceptionnelle des listes avec le dialogue? Et ça signifie quoi? Qu'on va à peu près droit vers un report des élections, parce que matériellement... Nous reviendrons sur la question des élections. Mais aujourd'hui, le dialogue, je pense qu'il y a un jeu de dupes, aussi bien de la part de la majorité que de la part de l'opposition. Parce que réellement, j'estime que aujourd'hui, les questions sur lesquelles on est en train de discuter ont d'abord été réglées d'ailleurs par les assises nationales. On revient toujours à la case de départ, et je pense et j'espère pour ce pays qu'après ce dialogue-là, qu'on ne reviendra plus, en tout cas, discuter encore d'un processus électoral. Il faudrait que les règles du jeu soient très claires pour tout le monde et que vraiment qu'on passe à autre chose, à des questions de programme, à des questions de projet, plutôt que de rester là à discuter toujours de caution, de parrainage ou en tout cas de procédure électorale. J'estime que je pense qu'ils pourront, avec ce dialogue-ci, s'il est franc, sincère, par l'ensemble des acteurs, je pense qu'on pourra vraiment tourner cette page-là qui consisterait à perdre énormément de temps pour des questions de procédure. Donc, on attend, je pense que la majorité sera beaucoup plus rationnelle. L'opposition également, je pense que sera aussi rationnelle pour que ce montant-là,
en tout cas, soit dans des tranches raisonnables et acceptables. Parce que non plus, on ne peut pas accepter que dans une démocratie, qu'on pose comme principe que ceux qui doivent diriger soient en tout cas les gens qui ont beaucoup plus d'argent. Ils vous diront tout de suite que la démocratie n'a pas de prix, mais elle a un coût. Oui, elle a un coût pour l'État. Pour l'État. C'est-à-dire aujourd'hui... Et pour vous, le candidat? Pas forcément. Le coût, c'est quoi? L'investissement humain déjà à la base. Faites la politique au Sénégal. D'abord, le coût humain, il est très lourd. Financièrement, le carburant, surtout quand vous n'avez pas de charges publiques, c'est extrêmement difficile. Et je pense que le projet, ou en tout cas l'ambition pour quelqu'un qui veut briguer une collectivité, sincèrement, et ça, c'est ma conviction profonde, c'est d'aider, ou en tout cas de participer au développement de cette commune-là. Donc déjà, cet investissement humain, le temps que vous mettez, l'argent que vous mettez, je pense que c'est déjà un coût. Maintenant, il appartient à l'État, dans l'organisation de cette compétition-là, de mettre effectivement les moyens. C'est-à-dire, même, je considère que si on devrait aller jusqu'au fond, même s'il y a 10 000 candidats, l'État devrait mettre les moyens pour que les élections se fassent correctement. Effectivement, nous sommes dans un pays qui n'a pas beaucoup de ressources. On ne peut pas non plus se permettre de dépenser autant d'argent. Il faut rationaliser. Mais, comme vous le dites, effectivement, la démocratie n'a pas de prix, elle a un coût, mais ce coût-là doit être partagé par les acteurs, mais principalement par l'État. C'est ma conviction et il n'y a pas de prix pour sauvegarder la stabilité d'un pays, parce qu'aujourd'hui, si on devrait aller vers un report, imaginez 2 reports, 3 reports, en termes de légitimité même de ces élus-là, ça pose aujourd'hui un problème de légitimité de ces élus-là. Donc, je pense qu'il faudrait qu'on puisse faire la part des choses, qu'il y ait en tout cas une bonne foi de la part de tous les acteurs, considérer qu'il y a des choses qui ne sont pas possibles, mais ne pas non plus demander l'impossible aux candidats, surtout indépendants. Voilà. Alors, M. Barkassis, est-ce que vous pensez que si on reste dans une logique de filtre du nombre de candidats, est-ce que vous pensez que le parrainage à lui tout seul ne suffisait pas pour réguler ou bien filtrer les candidatures plutôt que d'augmenter cette caution à 10 millions? Non, vous me permettez, le parrainage n'est pas de filtre. Parce que si vous voyez le parrainage comme c'est écrit dans la loi, il demande 1%, 1%, oui. Au minimum. 1% des électeurs. Des électeurs au minimum et 1,5% au maximum pour le nombre d'électeurs. Je dirais que ça n'a pas de filtre. Prenez le cas de la commune de Ranérou, que je connais très bien. On demande pour le parrainage de la commune de Ranérou de disposer de 22 personnes. 22 personnes, 22 signatures. 22 signatures. 22 signatures, c'est moins que le nombre de personnes inscrites sur la liste de conseillers. Vous me direz que ça ne peut pas être un bon filtre. Vous prenez le cas de la ville de Matam, où il y a 10 000 et quelques inscrits. On nous demande 1%. C'est 118 personnes pour une grosse ville comme Matam. Ça, mes conseillers, moi et ma famille, ça suffit largement pour me parrainer. Ce n'est pas un bon filtre. Donc vous n'avez pas de problème par rapport au parrainage? Le parrainage, en vérité, ne peut bloquer personne. Il n'y a pas cette histoire comme le parrainage au niveau national, où on vous demandait, il faut avoir un nombre au niveau national dans chaque région. C'est une ville. Si vous voulez même que ça peut être votre maman, votre papa, votre frère, votre cousin, il y a aucun moyen de contrôle par rapport à ça. Ce n'est pas un moyen de filtre. Mais vous me permettez de revenir un peu sur une inquiétude qui a été posée par M. Edouard. Moi, je pense que le dialogue national ne doit pas être comparé à une réinitialisation du système. C'est un processus. On ne vient pas pour tout changer, pour que ça demande le maximum de temps. Si les gens sont animés de bonne foi, que ça soit et du côté de l'opposition et du côté du pouvoir, le minimum de temps requis peut permettre aux gens de dire quelque chose de bon, de bien, mais essentiel pour faire avancer. Parce que ce parrainage, jusqu'à la fin de ce dialogue national, il se peut qu'il y ait de bonnes idées qui sortent et que le président sera dans l'obligation ou l'obligation de l'appliquer. Parce qu'on ne peut pas appeler les gens pour dire allez parler, je fais ce que je veux. Ah mais si, on a vu ce qui s'est passé avec les conclusions de la CNRI. Non, faites attention, faites attention. Faites attention. Des fois, les gens, il y a 2 calendriers. Il y a le calendrier
social, parce qu'on est obligé de dialoguer avec tout le monde, on a l'obligation de parler avec tout le monde, mais il y a un calendrier républicain qui fait qu'il y a certaines phases, à des moments précis, on ne peut pas ne pas prendre certaines décisions. Il faut qu'on soit d'accord là-dessus. Parlant des moyens que l'État doit mettre en place pour organiser les élections, mais il faut se rappeler d'une chose. Une caution reste une caution, ce n'est pas de l'argent avec lequel on va organiser les élections. Tout candidat qui est confiant, qui a la possibilité d'avoir au moins 5 conseillers, c'est lui. C'est de l'argent, c'est un dépôt. C'est comme de l'argent en compte de la banque. Tu peux même emprunter ça au boutique de ton quartier si tu es confiant que tu peux avoir quelque chose. Tu déposes, on te le donne. Avec ou sans la caution, l'État va organiser les élections. Donc ce n'est pas cette histoire de caution qui va permettre à l'État d'organiser les élections. Maintenant, l'input national, c'est ça qui est important. Qu'est-ce que les gens vont dire au niveau du dialogue? Il faut que les gens soient encore conséquents, que les gens soient pragmatiques dans ce que nous faisons, que l'opposition demande ce qui est faisable, que le parti au pouvoir aussi fasse ce qui ne frustre pas les autres. Et je pense que dans cette optique, il n'y a pas de temps assez consistant pour dire que c'est trop, il n'y a pas de temps assez réduit pour dire que c'est petit. Vous l'avez dit, qu'on peut aller vers un éventuel report des élections. Bien écoutez, si ce sont les conclusions du dialogue national, mais que ça soit appliqué parce que c'est vous qui l'avez demandé. Si le dialogue national aussi demande à ce que les élections se tiennent le 1er février, ce sont les décisions du dialogue national qu'on l'applique. On a convoqué le dialogue national pour que les gens discutent, que chaque partie prenante puisse donner ce qu'il a envie qu'on fasse des élections, puisse donner sa position, puisse apporter sa contribution à la réflexion nationale, mais nous voudrions aussi, vous et moi, que ces contributions soient appliquées dans l'organisation des élections. Parce que ce que nous voulons dans ce pays, que l'acquis démocratique qui est là, que ça soit préservé. Ce que nous voulons dans ce pays, qu'il n'y ait plus de problèmes après les élections, qu'il n'y ait plus de contestation de résultats par rapport à une mauvaise organisation, qu'on dise que non, les élections n'ont pas été transparentes, on veut éliminer ça. Ou ont été mal organisées. Ont été mal organisées. Et je pense que le président est dans cette logique. L'essentiel que ceux qui viendront pour dialoguer, qu'ils puissent apporter des propositions qui sont palpables, qui sont bonnes. Parce qu'aujourd'hui, même si le président ne l'applique pas, nous avons la presse qui est là pour arbitrer. Il suffit que vous faites une proposition dans la grande salle, le lendemain, avant que ça ne soit appliqué, ça se trouve dans les journaux. On dira que cette proposition elle est pertinente. Donc on les attend et on demande à ceux qui vont participer qu'ils viennent aussi dans l'idée de trouver une solution, mais pas l'idée de créer un blocage pour que les choses ne marchent pas et qu'on dise que la faute incombe au système. Le reste, pour le parrainage, le parrainage ne sera jamais un filtre pour les élections locales. Jamais. Mais est-ce que vous ne pensez pas, M. Edouard, que quand on a vu, quand on se réfère à la dernière élection présidentielle, on a eu beaucoup de couacs ou bien beaucoup de difficultés au niveau de la collecte des signatures, au niveau du parrainage. Il dit de toute façon que ce ne sera pas tellement, c'est pas un filtre parce que c'est facile d'obtenir, par exemple, il a cité la ville de Ranérou, on demande 22 personnes. 22 personnes. Chez vous, est-ce que vous ne pensez pas qu'il y ait des problèmes pour la collecte de ces parrains? Bon, en tout cas, pour la présidentielle, ça a été un filtre. Oui. Et cette fois-ci, parce que les présidentielles, c'était territorialisé. Ça a été un filtre. Oui, d'ailleurs, c'est l'argument du filtre qui a été donné pour justifier ça, pour dire que oui, parce qu'on ne veut pas de pléthore de candidatures. Maintenant, au niveau local, on n'est pas dans le même paradigme en réalité. Parce que au niveau, lors de la présidentielle, on vous demandait pas en vrac un nombre de parrains également, on vous demandait de l'avoir également dans plusieurs localités. Et là, ça devient beaucoup plus compliqué. C'est vrai qu'il y avait certains candidats qui auraient pu rassembler le nombre de parrains. Oui, par exemple, à la vérification, on a vu des candidats comme Maître Madi Kenya, comme le patron du grand parti, Malick Gakou, en tout cas qui ont eu des signatures qui dépassaient le nombre de signatures exigées. Mais tous de Dakar. Proportionnellement. Voilà, justement, proportionnellement, ils n'ont pas pu rassembler le nombre de parrainages. Maintenant, est-ce que, par exemple, pour les locales, je disais qu'on aurait pu, par exemple, pour rendre peut-être beaucoup plus compliqué d'ailleurs, on va dire, bon, vous avez une commune qui est divisée en plusieurs villages. Ou quartiers comme ça. Ou plusieurs quartiers, on dit, ouais, il faudrait proportionnellement, parce que sinon tu peux être d'un quartier ou d'un village et avoir le nombre requis directement sans pour autant avoir en tout cas une base électorale dans les autres villages. Tout à fait. Donc pour la présidentielle, ça a été effectivement un filtre. Pour les locales, c'est une autre donne.
Maintenant, matériellement, parce que il ne faut pas oublier que le système de vérification a été décrié par la classe politique à l'époque. À la présidentielle. À la présidentielle. Est-ce qu'aujourd'hui, l'État, matériellement et techniquement, va mettre le dispositif nécessaire pour la vérification de l'ensemble de ces parrains-là? Ça, c'est une question. Et le faire à un niveau national, sur plus de 500 collectivités, ça peut être extrêmement difficile. Donc, si on sait qu'avec juste le Conseil constitutionnel, ça a été un problème, s'il faut le faire au niveau national de 500 et quelques communes, ça peut être effectivement très difficile, mais en termes de collecte pure et simple, en réalité, ça ne peut pas constituer... Donc votre souci, c'est au niveau de la vérification? Oui, exactement, au niveau de la vérification. Mais sinon, en termes de collecte de parrains, nous, en tout cas, en une journée, on peut rassembler le nombre de parrains requis pour aller aux élections. Ça ne saurait, en tout cas, être pour l'ensemble. En général, je ne pense pas que les candidats individuels ou indépendants qui vont aux élections, je pense que ceux qui ne pensent pas avoir de réelles chances de passer, je pense qu'ils ne vont pas perdre leur temps à chercher des parrains, à déposer une caution pour se retrouver avec une caution non remboursée et une campagne électorale qui va te prendre un peu de pognon. Donc, je pense que les gens qui veulent aller au local, ils se donneront aujourd'hui les moyens d'y aller et le parrainage ne saurait être un frein ou un obstacle à cela. Maintenant, demander à l'État, si ça doit être le cas, que des gens ne puissent pas être pénalisés pour des défaillances relevant, en tout cas, de la responsabilité de l'État. Il faudrait que le dispositif soit très transparent et que, par rapport aux doublons, par rapport à d'autres choses, que les gens puissent avoir une nette idée du jeu qui est en train de se jouer. Là aussi, c'est quelque chose qui peut se régler avec les dialogues politiques. Peut-être que les acteurs vont se retrouver vont trouver un consensus pour dire, par exemple, que bon, on maintient la caution, mais on rejette le parrainage. Une proposition, moi personnellement, je serais pour, en tout cas, pour les limites, ou en tout cas, les objections que j'ai formulées tout à l'heure. Moi, je serais pour, en réalité, une suppression du parrainage. Ça rendrait les choses... Et maintenir la caution. Ça permettrait d'abord à l'État de simplifier un tout petit peu les procédures, de ne pas trop s'encombrer, en tout cas, d'un dispositif qui pourrait, après être encore l'objet de critique de la classe politique pour dire que non, ça n'a pas bien fonctionné. Donc on pourrait supprimer effectivement le parrainage, maintenir une caution raisonnable et permettre aux gens qui veulent aller ou qui ont une ambition pour leur commune ou leur collectivité de soumettre ce projet-là à cette collectivité-là. S'il y a une adhésion massive de la population, que cette personne-là puisse prendre les destinées de cette commune-là et dérouler son projet de société. D'ailleurs, au niveau des observateurs de l'Union européenne, ils avaient relevé les couacs à partir donc après l'observation de la présidentielle. Ils avaient dans leur rapport suggéré la suppression du parrainage pour les élections locales. N'est-ce pas une bonne idée? Bon, vous savez, comme je l'ai dit tout de suite, le parrainage, cette procédure pour collecter des voix ne freine en rien un candidat qui est sérieux dans sa localité. Oui. Absolument rien du tout. Parce que vous êtes sûr d'avoir... non, c'est plus que ça. C'est plus que ça. Prenez une commune où il y a 100 000 inscrits. Le nombre de parrains, c'est 1000 personnes pour une ville de 100 000 inscrits. Il y a combien de villes au Sénégal qui font 100 000 personnes? Il n'y en a pas beaucoup. À part les grandes villes, il n'y en a pas beaucoup. Donc, si vous êtes un candidat dans une ville, avoir 200 personnes, 300 personnes, et je me pose même la question qu'il n'y aura jamais 2 personnes qui sont sur la liste. Ça, je peux parier qu'il n'y en aura pas. Parce que comme je l'ai dit, vous prenez une ville comme Ranérou, je prends toujours Ranérou comme exemple, parce que je connais bien Matam. Ou bien vous prenez la ville comme Chilogne, où on demande 60 personnes. Or,
Le nombre de conseillers plus de suppléants font plus de 60 personnes. Comment vous voulez qu'il y ait doublon? Il n'y aura pas. Parce que je ne peux pas être sur... Oui, mais il y a l'aspect technique aussi. Non, l'aspect technique, c'est pour vous dire que, comme il a dit, nous sommes à une période préélectorale. Nous voulons qu'il y ait campagne, même s'il y a des quoi, comme vous l'avez souligné, parce que toute œuvre humaine n'est pas parfaite. Nous savons qu'il y a des quoi, comme les gens l'ont dit. Il y a des observateurs qui viennent de l'étranger qui nous disent qu'il y a des problèmes. Mais essayons, avec le système que nous avons, de voir des choses qui ne vont pas handicaper l'ensemble des candidats. Le parrainage ne bloque personne, n'avantage personne. Comme je l'ai dit, le seul élément qui fait la différence entre les candidats, c'est la caution. Ce n'est ni le parrainage, ce n'est ni le nombre de parrains, ce n'est ni la méthodologie, mais c'est la caution à déposer. Et la caution aussi, ils sont tranquilles, je le disais tout de suite. Il peut faire sa campagne sans débourser absolument rien du tout. Pas un seul rond, il va débourser. Sauf les moyens pour faire sa campagne. Parce que c'est sûr et certain, à sa place, j'aurais été à sa place, au lieu de prendre 10 millions pour déposer une caution, je vais aller emprunter un récépissé et prendre mes 10 millions pour en faire des moyens de campagne. Et je sais ce qu'ils vont faire. Ce n'est pas pour eux, c'est pour nous de l'APR. Et on sait que c'est pour nous, au sein de l'APR, qu'on va bloquer des gens. On l'accepte, mais qu'ils ne prennent pas ça comme étant un argument pour dire que le système n'est pas bon. Le parrainage est très bien fait. Maintenant, supprimer le parrainage va ramener encore à une révision de la Constitution, parce que ça se trouve dans la Constitution, qu'il y ait des documents juridiques pour qu'on puisse se dire que non, on va supprimer. Et si on supprime, il y a tous les éléments qui passent avec. Laissons le parrainage comme il est, puisque ça ne dérange pas, et allez aux élections. Ah non, ça vous dérange pas? Non, ça ne dérange pas. Comme je l'ai dit, je ne l'ai pas dit comme ça pour inventer, je l'ai argumenté. J'ai dit que le parrainage pour le niveau national, en ce qui concerne les présidentielles, ça a dérangé. Parce qu'on avait demandé à chaque candidat d'avoir un pourcentage par département ou par région. Ce qui n'était pas évident parce qu'il y avait des partis qui étaient régionales. Bon, je ne vais pas citer de nom, qui étaient là. À des dimensions régionales. Voilà, dimension régionale, tout le monde le savait. Donc c'était un moyen pour dire que si vous n'êtes pas partout au Sénégal, ne demandez pas à diriger le Sénégal. Maintenant, au sein des communes, puisqu'il n'y a pas ce filtre en parlant par commune, ou bien répondre par quartier. Par quartier, ou bien par village, pour reprendre les communes rurales que je considère, je le salue tout de suite, comme étant une fédération de villages, de demander que chaque village qu'il y ait un quota, il n'y a pas de problème. Il n'y a aucun problème. Le parrainage a apporté des problèmes au niveau du national, mais pas pour les élections locales. Puisque ce problème n'existe pas, qu'on essaye de trouver une solution dans l'organisation pratique. L'organisation pratique, je suis d'accord qu'on dise que, ben, écoutez, un indépendant qui est chez lui, peut-être qu'il est aimé par la population, qu'il n'a pas de parti politique et qu'il veut se présenter, ce n'est pas normal qu'on lui demande de verser 10 millions. Là, je suis d'accord. Sauf que, même si on sait s'il veut y aller, il va y aller parce qu'il y a des gens qui le disent qui vont lui prêter. Mais on peut dire que c'est un argument valable qu'un paysan ou bien un président d'un mouvement associatif, un président d'une association de jeunes, une femme qui dirige un groupement d'intérêt économique dans une localité, veut se présenter parce que c'est la volonté populaire. Mais ce gars-là, tout le monde sait qu'il n'a pas 10 millions. Je suis d'accord que les gens disent qu'il faut diminuer. Mais le cadre de concertation, c'est le dialogue qui a été mis en place. Le cadre de concertation, c'est là où on a dit à tous les Sénégalais, venez déposer vos soucis, venez déposer vos préoccupations, venez déposer vos propositions pour l'organisation pratique des élections. Et ça, il ne doit pas rater l'occasion pour le faire. Allez-y et attendre les conclusions et que les conclusions ne soient pas appliquées. Mais s'agripper au parrainage pour dire que c'est pas bon, je pense que c'est dès à présent mentalement et psychologiquement, toute personne qui s'y agrippe, c'est qu'il n'est pas mentalement prêt pour affronter les élections. Voilà, il nous reste encore quelques minutes pour évoquer donc le deuxième aspect toujours de ces élections-là, c'est l'idée du report. Par rapport à tout ce qu'on vient de dire là, est-ce qu'il n'est pas envisageable aujourd'hui, est-ce qu'il n'est pas à craindre que ces élections soient reportées, M. Edouard Sène? À noter ici que les élections étaient prévues d'abord, étaient reportées une première fois parce qu'ils étaient prévus en juin 2019. Et là, on les a portés au 1er décembre 2019. Est-ce que là, on ne va pas vers un troisième report? Je crains fort effectivement qu'on va droit vers un report. Parce que aujourd'hui, il y a... On est à moins de 5 mois. 5 mois des élections. Comme je l'ai dit tout à l'heure, il n'y a pas eu la révision, il n'y a pas encore la révision exceptionnelle. Et qui est obligatoire. Qui est obligatoire, qui n'est plus facultative. Donc aujourd'hui, comment on va faire? Est-ce qu'on va violer la loi et priver de bon nombre de citoyens de ce droit fondamental qu'est le vote et se limiter tout simplement à des aspects de procédure? Je pense que le débat de fond, c'est d'abord permettre
à ces citoyens-là qui sont en âge de voter ou qui veulent changer de lieu de vote, que ces gens-là puissent faire les révisions nécessaires. Je pense que c'est beaucoup plus important aujourd'hui que de parler de caution ou de parrainage. C'est vrai, je suis d'accord que le ministre de l'Intérieur sorte l'arrêté fixant la caution, mais également ou parallèlement, on devrait procéder à la révision exceptionnelle de ces listes-là. Puisqu'on est dans le temps. Puisqu'on est dans le temps. Pourquoi fixer la caution alors que l'autre disposition légale n'a pas été respectée? Je pense qu'il faut aussi bien, par rapport à la procédure, effectivement, dérouler le calendrier républicain, mais également, je pense qu'on ne peut pas passer sous silence, effectivement, aussi c'est ce droit fondamental-là. Les dispositions du code électoral. Donc, aujourd'hui, si on doit aller également avec le parrainage, comme tout à l'heure, la question du contrôle de l'ensemble de ces parrains pour éviter éventuellement dans certaines villes, peut-être comme à Ranérou, peut-être le problème peut ne pas se poser, mais si on vient à Dakar, peut-être que le problème peut se poser. Si vous allez dans certaines grandes villes, effectivement, on pourrait, si vous vous retrouvez peut-être au niveau de Dakar avec par exemple plus d'une quinzaine ou plus d'une vingtaine de listes, effectivement, avec le corps électoral qu'il y a ici, effectivement, Et c'est ça peut-être ce qui pourrait amener certains à dire que techniquement, on ne peut pas appliquer le parrainage pour ces élections locales. Effectivement, c'est ça. Puisque là, quand on se réfère à l'élection présidentielle, les fiches de collecte étaient disponibles 6 mois avant ces élections-là. Absolument. Alors nous, on est à 5 mois de... On n'a pas encore les fiches de collecte. Les fiches. Non, c'est disponible. Non, l'arrêté, en fait, a donné le format... Non, mais Edouard, format et liste, c'est liste. Non, mais aujourd'hui, personne, il n'y a aucune candidature, ou en tout cas aucun parti politique qui est sur le terrain en train de faire la collecte. À qui la faute? Oui, mais je veux dire aujourd'hui techniquement, parce qu'il y a aujourd'hui le problème, c'est que en réalité, aussi bien le pouvoir que l'opposition et peut-être même nous autres indépendants, en réalité, au regard de la situation qui prévaut aujourd'hui, dialogue où on ne sait pas exactement qu'est-ce qui sortira du dialogue, les dispositions techniques par rapport aux vérifications des parrains ou du parrainage, vous avez également d'autres éléments qui font qu'aujourd'hui, je pense que pour le bien de tout le monde, on devrait aller vers un report très raisonnable. Vous militez pour un report? Oui, parce qu'aujourd'hui, techniquement, aujourd'hui, admettons que le dialogue finisse, parce que déjà, ce n'est pas des concertations qui sont permanentes, c'est 2 fois par semaine. Ouais, les mardis et les jeudis. Oui. Donc, à partir de ce moment-là, combien de temps encore, si le dialogue devrait encore prendre, par exemple, 2 mois, on est au mois d'octobre. La campagne devrait commencer au mois de novembre. Et s'il y a un consensus, ou en tout cas un compromis qui a été trouvé dans 2 mois, comment vous pouvez mettre ça sous forme législative pour aller correctement à des élections? Le 1er décembre. C'est pas possible techniquement aujourd'hui. Je pense que l'opposition le sache, que le pouvoir également le sache. Il devrait s'accorder effectivement à un consensus, reporter à une date raisonnable et que l'État prenne également ses responsabilités à partir de ce moment-là. Que tout ce qui doit être fait puisse être fait, la révision exceptionnelle, les dispositions légales qui doivent être modifiées ou changées dans le code électoral, qu'on le fasse dans les plus brefs délais et aller raisonnablement d'ici peut-être février ou mars à des élections paisibles et tranquilles. Je pense que c'est mieux que d'aller dans la précipitation qui va encore poser des problèmes en tout cas de suspicion pour dire que ouais, telle chose n'a pas été bien faite, telle chose n'a pas. Je pense qu'il faut qu'on remette tout à plat et qu'on dépasse vraiment cette étape-là qui consisterait à revenir encore sur les mêmes questions après chaque élection. Moi, je pense, excusez-moi, moi je pense qu'il faut qu'on s'accorde sur cette. Vous êtes d'accord pour le report? Non, c'est-à-dire que le report ne doit pas être décrété.
Le report doit être... Il faut aller jusqu'à la date limite pour constater qu'on ne peut plus aller aux élections. C'est ça que je veux dire. On ne peut pas décréter un rapport. Et aussi, je pense que dans un pays démocratique, dans un processus électoral normal où on a demandé le dialogue, il faut savoir qu'il y a une conjonction, que tout est possible. Et que cette conjonction, je refuse que vous et moi, nous qui faisons de la politique ou bien qui sommes au devant de la scène, il faut qu'on évite de véhiculer une certaine frustration ou bien une certaine incompréhension ou bien une certaine angoisse au niveau de la population. Dites-nous que c'est possible jusqu'au moment où ce n'est plus possible. Ça, c'est important pour ceux qui veulent diriger ce pays. Nous sommes dans une phase de discussion. Allons-y, discutons. Que chacun d'entre nous mette quelque chose sur la table. On ne peut pas ne pas rester chez soi et ne rien mettre sur la table et dire qu'il faut reporter. Oui, mais là, on est à 5 mois. Ben, écoutez, c'est une question de délai. Je peux terminer. C'est une question de délai. Je peux terminer, monsieur Edouard? Allez-y. Oui. Ok, parfait. Ça dit ce que je veux qu'on se comprenne sur une chose. Allons-y, discutons. Et que l'État mette en place tous les moyens pour que les élections puissent se passer dans de bonnes conditions. Si à l'issue de ces discussions, de ce dialogue, que et du côté de l'opposition ou du pouvoir, on se rend compte que les élections ne peuvent plus se passer, on ne peut pas forcer le destin. Mais dès à présent, décréter, il faut reporter. Je pense que ça soit moi ou vous, c'est déjà nous. Mais dans ce cas-là, on irait vers des délégations spéciales ou bien on va laisser encore ce que les maires qui sont là continuer Je vous dis, ne décrétons rien. Nous sommes en discussion au niveau national. Que les gens viennent apporter leur input. Mais finalement, on risque de faire ce qu'on appelle la politique de l'Autriche. Non, c'est ça exactement. On sait que ce n'est pas possible et qu'on essaie de faire semblant comme si en réalité c'était possible. Georges, ce n'est pas une question de politique de l'Autriche. Techniquement, on ne peut pas demander une chose et son contraire. On ne peut pas demander à ce que les gens dialoguent et automatiquement donner une conclusion. Parce que le dialogue, c'est pour les élections à venir. Et demander, avant même de dialoguer, qu'on dise qu'il n'y aura plus d'élections, ça c'est demander une chose et son contraire. Et ça, je pense que de bons dirigeants ne peuvent pas avoir cette lecture des faits et de la réalité. Ben voilà, le temps nous le dira. On me signale que le temps qui nous était imparti est terminé. Je rappelle que nous avions le plaisir de recevoir sur ce plateau M. Barka Cissé. Je rappelle qu'il est membre de l'APR, candidat déclaré à la mairie de Matam. Merci à vous. Merci à vous, M. Edouard Sène. Je rappelle aussi que vous êtes candidat indépendant à la mairie de Ndondol. Vous avez déjà compétit là-bas en 2014, et vous avez été battu. Oui. Donc vous revenez sur le terrain. Ah oui, pour maintenant remporter la victoire. On vous souhaite en tout cas à tous les deux bonne chance. Merci à l'équipe technique, cher Tidiane Ndiaye. Merci à Serine Keita. Merci aussi à vous, chers téléspectateurs. Excellent week-end avec les programmes de WALF TV.